épisode 144. Comment devenir un entraîneur-chef efficace dans un sport d'équipe? Bonjour tout le monde et bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, présenté par Mador Hamel. Je suis votre animateur, François Rodrigue, et mon intention avec le balado, c'est de déconstruire l'art et la science du sport et plus particulièrement le travail des entraîneurs-chefs. En tant que docteur en coaching, j'ai la chance de travailler avec des entraîneurs professionnels et d'analyser la science à chaque semaine. Donc, le balado, c'est ma façon de vous amener au cœur de mon travail pour décomposer la stratégie de ces entraîneurs ou même les conclusions des dernières études scientifiques. Aujourd'hui, on va discuter de la réalité d'un entraîneur-chef et tenter de répondre à la question suivante. Comment devenir un entraîneur-chef efficace quand on est dans un sport d'équipe? Pourquoi? Parce que ça me chicote. J'ai été, dans les dernières semaines, observer des entraîneurs au sein de mon travail. Puis, je pense que des fois, on n'en parle pas assez sur la place publique de la complexité que c'est que d'être un entraîneur-chef, comme tu as du leadership à gérer, tu as des plans d'entraînement à gérer, tu as la préparation tactique à gérer, puis il y a vraiment plusieurs défis. Puis là, si vous êtes à l'écoute, clairement que vous savez déjà ça, mais c'est pour ça qu'on va en parler. Puis est-ce qu'aujourd'hui, on va répondre à la question, à toutes ces questions-là? Probablement pas, mais c'est vraiment quelque chose qui est à l'avant de mes pensées là, dans les dernières semaines. Donc aujourd'hui, on a un épisode plus court qui est vraiment destiné aux coachs. Si tu veux en savoir plus sur la complexité de la job d'entraîneur-chef ou même sur l'avancement des sciences du sport, je t'invite à t'abonner au balado ou à l'infolettre via le site web coachfrankphd.com dans un mot. À tous les auditeurs fidèles, je vous invite à me suivre sur les médias sociaux @coachfrankphd. Avant de débuter, je précise que ce podcast est indépendant de mon rôle de professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais. Comme je prends les conflits d'intérêts très au sérieux, je vous invite à consulter la page concernant mes engagements professionnels sur mon site web, le coachfrankphd.com, pour en savoir plus. Autrement, on podcast. Salut Frank. Salut Vincent. Écoute, vraiment content de l'épisode d'aujourd'hui. Là, écoute, j'ai beaucoup de questions à te poser. Je pense que l'auditoire aussi a beaucoup de questions à te poser par rapport à tes derniers projets, les derniers épisodes. J'aimerais commencer avec une première question. C'était en lien avec ta participation au balado de Sports Coaching Hub. C'était comment d'être de l'autre côté du micro pour une des rares fois? Honnêtement, c'est pas mal plus facile que d'être de ce côté-ci du micro. I guess qu'aujourd'hui, j'étais encore du même côté que quand j'étais sur le Sports Coaching Hub. Mais c'était vraiment une belle opportunité de jaser de toutes les réflexions que j'ai en tête, qui fait un peu un lien avec l'introduction de tout à l'heure. Donc, c'était super positif. Puis, c'était le fun de parler avec des collègues qui font de la recherche, mais aussi Mike Castle, qui était l'animateur principal, puis Ollie Lum. C'est deux personnes, oui, qui ont des études avancées comme moi, mais qui coachent aussi également, puis qui travaillent avec des coachs. Puis ça, c'est tout le temps le fun quand on peut vraiment être dans des cercles plus pré-académiques. Puis on a discuté de deux choses, en gros. On a discuté de la vulgarisation de la science, puis des défis du coaching. Puis des fois, je pense que les chercheurs, même s'ils sont bien intentionnés, puis la plupart ont une expérience en coaching, puis je devrais, I guess, m'inclure là-dedans, mais je pense que je suis assez connecté. On oublie un peu c'est quoi d'être coach. Puis c'était le fun en discuter avec Mike puis Ollie parce qu'on disait, tu sais, c'est-tu vraiment réaliste qu'on s'attende à ce qu'un coach lise des articles scientifiques? Puis je pense pas qu'il faut changer les articles scientifiques, puis les articles scientifiques ont de la valeur. La science puis les études, ça a sa valeur. Les trois, on s'en sert dans son travail. Mais en bout de ligne, tu sais, de partager les retombées de la science à travers des balados, comme c'est vraiment important. Et si les coachs sont capables de faire leur bout de chemin pour aller chercher la science, que ce soit à travers des balados, puis peut-être des articles, si j'en ai un client là, qui en raffole d'articles scientifiques, mais je pense que c'est un moyen d'aller chercher un edge, d'aller chercher un avantage compétitif, de lire et d'être au courant de ce que la science dit, parce que, veut pas, il y a du monde qui font bon ça. J'ai un de mes collègues, là, comme il travaille directement avec une équipe de la Ligue nationale de hockey dans ses études, il veut pas, quand il produit de la science, ça peut clairement aider n'importe qui va lire ça par la suite. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis, je pense que ça confirme que le balado, les formats plus courts, à mon sens, à moi, c'est une bonne façon de résumer ce que la science dit puis de la rendre utile pour les coachs. Non, absolument. Puis, j'aimerais peut-être te relancer avec une question en lien avec les entraîneurs. Pour tous les fans des Canadiens qui doutaient de Martin Saint-Louis, parce qu'il a coaché seulement une équipe Pee-Wee avant son entrée dans la Ligue nationale. Mais là, qu'on voit qu'ils sont efficaces puis qu'ils vont super bien, ils sont haut au classement,
comment tu peux expliquer l'efficacité de Martin Saint-Louis comme entraîneur avec une équipe qui est jeune en les Canadiens de Montréal? Ben, je ne sais pas s'il est au courant, OK? Mais Martin Saint-Louis prend plusieurs décisions et fait plusieurs comportements qui sont directement en lien avec les dernières avancées scientifiques. Puis ça, bon, tu fais référence au contenu d'un blog qu'on a publié là, dans les derniers jours. Puis cette réflexion-là m'est venue en route pour aller observer un coach. Donc, je suis allé voir un coach en préparation pour un de ses matchs, durant un de ses matchs, puis après le match. Donc, on a discuté ensemble, je suis rentré dans le vestiaire, on a parlé de toute l'efficacité. Puis en route, bon, je réfléchis beaucoup à de quoi on va jaser quand je vais le voir en personne, mais en route, j'ai écouté la participation de Martin Saint-Louis à l'émission Les amateurs de sport d'une radio à Montréal, je ne me rappelle pas laquelle. Puis, dans son intervention, il parlait de son leadership. Il parlait de son authenticité, puis de la façon dont il inspirait les joueurs. Puis, tu sais, les animateurs disaient, OK, il y a vraiment le contrôle de sa chambre. Puis, vraiment, les joueurs sont à l'écoute de lui, puis tu peux le voir quand il fait des éducatifs. Puis là, il y a un segment super intéressant que je pense qu'il est trop souvent oublié, le contenu de ce segment-là, de Martin Saint-Louis, par les entraîneurs. C'est quand il parlait de la vérité. J'invite, puis on va mettre le lien dans la description de l'épisode, comme il parlait de dire, ben regarde, moi j'ai ma vérité sur comment est-ce qu'on devrait opérer une équipe de hockey. Puis l'important, c'est de bien le communiquer aux athlètes, aux joueurs, puis qu'ils comprennent c'est quoi ma vérité, puis qu'ils croient dans cette vérité-là, de la façon dont on devrait jouer au hockey pour avoir du succès. Et il dit, dans le climat qu'on a, je veux m'assurer, par exemple, que si eux, leur vérité n'est pas la même que la mienne, il faut que je le sache, puis il faut qu'ils me le disent. Parce que c'est plus important qu'on arrive à notre vérité, donc que les deux, la vérité qu'on a en tête, c'est la même, que ça soit arrivé à ma vérité. Voulant dire que les joueurs croient dans le système de jeu, dans les principes de jeu, dans l'orientation du plan de match, c'est crucial. Puis pourquoi je parle de ça, puis pourquoi ça m'a éveillé, c'est parce que ça fait des années. Là. Je pense que j'avais envoyé une note à des coachs en 2018, quelque chose de même, qui leur parlait du modèle mental partagé. Là, clairement scientifique, là, je sais que je vais à l'encontre de ce que j'ai dit dans l'introduction, je m'entale, je suis conscient de ça. Modèle mental partagé dans le bout de ligne, là, c'est ce que Martin Saint-Louis appelle notre vérité. C'est-à-dire qu'il y a une étude en je ne sais pas quelle année, là, je devrais avoir la référence, on la mettra en dessous, là, à quelque part entre 2015 et 2020. Okay? Clairement, parce que je n'ai parlé en 2018, elle a clairement été produite en fait en 2015 et 2018. Ça, c'est notre histoire. Puis, ce qu'elle a fait, c'est qu'ils ont étudié des équipes de netball qui participaient au championnat du monde. Puis, ce qu'ils ont déterminé, c'est que plus la vérité, elle était partagée entre les joueurs et les entraîneurs, plus l'équipe avait une chance de gagner une médaille dans le championnat du monde. Fait que voulant dire que le plus important, là, c'est pas que tu aies le système parfait. Le plus important, c'est que le système que tu mets de l'avant, donc ton échec avant, ton système de couverture défensive, ce que les joueurs en comprennent, c'est exactement ce que toi t'en comprends. Puis même si c'est pas le système parfait, si vous arrivez à votre vérité ensemble, ben vous allez augmenter vos chances de succès. Ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que quand tu demandes à tes joueurs, OK, comment est-ce que notre échec avant fonctionne? Ou comment est-ce que notre couverture homme à homme en défensive fonctionne? Quand tu leur demandes de l'expliquer, plus si tu leur faisais faire un examen, par exemple. Je ne suis pas en train de vous dire de faire un examen, mais ça serait. Honnêtement, tu pourrais le faire, mais il faudrait voir le contexte avant. Admettons que tu ferais un examen aux joueurs, puis là, tu leur dis, OK, explique-moi notre échec avant et toutes les étapes de A à Z. Puis tu demandes au coach de mettre la réponse sur papier aussi avant. Ce que les coachs écrivent, plus c'est similaire à ce que les joueurs répondraient dans l'examen, plus tu as de chances de gagner. Parce que si ce que les joueurs décrivent, c'est la même chose, c'est-à-dire, OK, on veut que F1 fasse la pression sur le défenseur à partir du côté court, on veut que F2 soit à peu près à la hauteur des oreilles, après ça, F3 et ainsi de suite. Là, je ne suis pas encore un expert de hockey, même si je m'avance, je ne pense pas que je me suis trop mis les pieds dans les plats jusqu'à date. OK? Mais le point avec ça, c'est de dire, plus la description serait la même, plus tes chances de gagner sont bonnes. Fait que quand Martin Saint-Louis parle de la vérité, notre vérité, puis de croire à la vérité, c'est exactement ça. Comme, c'est impressionnant, puis je ne sais pas si de où est-ce qu'il prend ça, mais si c'est juste de son instinct, ben bravo à ses capacités d'observateur
puis s'il prend ça de personnes qui font partie de son cercle d'expertise, comme on a parlé à l'épisode 140, ben encore plus bravo parce que ça veut dire qu'il sait s'entourer. Fait que c'est pas par hasard que le Canadien de Montréal a un bon début de saison. Parce que ça, c'est juste un de tous les éléments là, que je parle dans le blog, que j'ai écrit dans le blog, qui viennent de cette réflexion-là que j'ai eue en route en écoutant son segment. J'aimerais prendre une petite pause pour reconnaître notre partenaire titre, Mador Hamel. C'est un cabinet d'assurance avec permis d'investissement chez Investia Services Financiers. Ma famille leur fait confiance depuis 2011 pour notre planification financière et cette relation nous a permis de concrétiser plusieurs projets importants, dont l'achat de notre maison idéale en 2019 et le financement d'un projet paysager majeur en 2022. Leur plus grande force, c'est le conseil humain avec les ressources d'une institution des ligues majeures. Pour prendre votre premier rendez-vous gratuitement, visitez madoramel.com et mentionnez Coach Frank. L'épisode d'aujourd'hui est aussi soutenu par FEO.ca, spécialiste en équipement de fitness depuis près de 30 ans. Quand j'étais copropriétaire d'un centre d'entraînement, on avait besoin d'équipements durables et de qualité et c'est ce qu'on trouvait chez Fitness l'entrepôt de l'Outaouais. Que ce soit pour la musculation, le cardio ou l'équipement spécialisé, FEO.ca descend des milliers de particuliers, 25 écoles et universités, plus de 30 hôpitaux et des dizaines d'organisations qui ont des besoins en équipement. Visitez FEO.ca et utilisez le code promo COACH pour profiter de 10% de rabais sur presque tous leurs équipements. Les produits en liquidation sont exclus de cette promotion. Puis, est-ce que son style fonctionnerait à tous les niveaux? C'est vraiment propre à la Ligue nationale? Bonne question. Je pense que son style, en fait, pourrait probablement fonctionner à plusieurs niveaux. Parce que, tu sais, dans le pire des cas, là, il est peut-être trop pédagogue pour la Ligue nationale de hockey. Ben, tu travailles avec des enfants de 13 ans et moins, être trop pédagogue, ça se peut-tu? Je pense pas. T'sais. Par contre, il faut être conscient de l'équilibre entre les exigences et le soutien, qui va au deuxième point qui était dans l'article, c'est-à-dire le tough love. Le tough love, là, j'en ai parlé à la radio il y a quelques jours, comme, oui, j'ose dire le mot tough love en 2025. Le problème avec le tough love, c'est que c'est les coachs abusifs qui s'en servent comme justification de coaching abusif. Le tough love, c'est pas un problème en soi. Le problème en soi, c'est l'harcèlement, l'intimidation, puis ces choses-là, puis de botter des poubelles. Ça, on met ça sur la glace pour aujourd'hui, c'est pas le but. Mais l'idée avec le tough love, c'est ce que Martin Saint-Louis décrit aussi dans son segment aux amateurs de sport. C'est-à-dire qu'il dit, je vais être demandant comme à mes joueurs, je vais m'assurer qu'ils performent bien, je vais leur dire la vérité. Là, on ne parle pas de la vérité dans le sens de compréhension du système de jeu, on parle de dire ce que je vois vraiment de leur jeu. Mais je vais les soutenir puis je vais les aider pour arriver à leurs objectifs. Mais c'est pas vrai que je ne vais pas leur dire ce qu'ils veulent entendre. Puis ça fait un lien avec une autre étude, une étude où est-ce que ils ont regardé des joueurs professionnels de rugby. Puis dans l'étude des joueurs professionnels de rugby, ils ont parlé aux joueurs qui ont été gardés dans l'équipe, mais aussi aux joueurs qui ont été coupés. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les deux s'attendaient à avoir du coaching demandant. Fait que même si tu es coupé, là, tu sais que ton coach devrait être sur ton cas puis te demander de bien faire. Puis ça, on ne peut pas en déroger. Tu es dans le sport professionnel, tu te prépares pour aller aux Jeux olympiques. Tu ne peux pas dire, fais de ton mieux, mon grand, fais de ton mieux, ma grande, puis au moins, tu vas avoir essayé. Comme, oui, il faut avoir cette pensée, faire de son mieux, je comprends. Mais à un moment donné, c'est parce que si tu veux être une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey, si tu veux gagner une médaille en gymnastique féminine, faut que les exigences soient là. C'est ce qu'on entend dans Martin Saint-Louis. Puis quand je parle de tough love, c'est des exigences, c'est le tough, c'est demandant. Mais le love, c'est de soutenir, c'est d'aider, c'est d'encourager. Puis le problème avec les coachs abusifs, dont on ne peut pas trop parler aujourd'hui, c'est qu'il manque le love. Il manque l'amour. C'est comme un exemple, je pense que j'en parle, il y a peut-être 2 blogs là-dedans. Où est-ce que on en voudrait-tu vraiment un père de famille qui demande un A+ à ses enfants, mais qu'après ça, va s'asseoir avec ses enfants à tous les jours pour faire les devoirs avec ses enfants? Comme, là, il y a plus de choses qui rentrent là-dedans, mais si on prend juste l'exemple que je viens de mentionner, tu demandes des A+ à tes enfants, mais ultimement, tu les aides, tu es là pour leurs devoirs, il est où le problème? Tu sais, c'est là qu'on a du tough, demandant, puis du love. Puis je pense que ça, Martin Saint-Louis le fait vraiment bien. Oui, absolument. Récemment, tu as lu, coach, un article
de Henriksen et Hall 2025 sur les environnements de haute performance. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de contexte sur cette lecture-là puis nous mentionner qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Oui. Eh bien, ça fait un peu en lien avec les réflexions justement de Martin Saint-Louis, où est-ce que je m'attarde beaucoup au rôle de l'entraîneur-chef. Puis plus le temps avance, plus c'est ça qui va être au centre de mes réflexions, je crois, parce que comme entraîneur adjoint, tu es tout le temps un peu limité dans ton rôle. C'est-à-dire que tu as beau arriver avec l'éducatif, là, le drill le plus créatif au monde, si ton entraîneur-chef est sur le point de se faire congédier, ben il va peut-être pas te laisser te faire un drill qui a l'air un peu bizarre de l'extérieur parce qu'il veut pas avoir encore plus de pression. Fait que bref, je m'attarde principalement à l'entraîneur-chef. Puis cette étude-là a passé du temps avec 4 entraîneurs d'équipe nationale danoise. Le Danemark est un pays quand même avant-gardiste dans le sport de haut niveau. Donc, ils ont passé du temps avec leur programme de golf, leur programme de badminton, le programme d'aviron et puis le programme de paradressage. La valeur de ces exemples-là, c'est que c'est 4 programmes de performance, mais deuxièmement, c'est tous des programmes où est-ce que l'entraîneur est là depuis plus de 10 ans et a eu plusieurs succès à travers les années. Donc, c'est des programmes de pays scandinaves qui ont du succès à travers les années, puis apparemment, le succès est attribué à l'environnement d'apprentissage, l'environnement de performance qui est dans ce climat-là. Puis, les 4 choses, ou la première chose qui ressort de ça, c'est l'importance d'avoir des non négociables. De dire, moi, mes valeurs comme coach, c'est le respect, c'est l'intégrité, c'est X. Elles sont présentes, elles sont claires, les valeurs sont définies, puis il n'y a pas de flexibilité par rapport à ça. Puis aussi, de faire le lien entre ces valeurs-là, puis qu'est-ce que ça représente concrètement sur le terrain. Puis ça, ces 4 coachs-là, ils font vraiment bien. Puis c'est une des choses qui ressort de l'article. L'autre chose qui ressort, c'est qu'on doit voir l'entraîneur-chef comme un architecte. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont parler des fois qu'un entraîneur-chef est un maestro. C'est-à-dire qu'on regarde notre équipe de musiciens, pensez à un maestro là, qui agite ses baguettes en avant, puis on va s'assurer que le xylophone part au bon moment, on va s'assurer que notre violoncelle part au bon moment, on va essayer d'envoyer le bon rythme, etc. Pour les gens qui ne sont pas trop familiers avec les orchestres symphoniques, pas que je suis tellement familier, j'ai été à quelques reprises, puis j'ai une personne qui connaît un maestro, là, je veux dire, relativement bien. Puis, un des enjeux avec les maestros que les gens ne réalisent pas, c'est que le son voyage. Là, je vous promets, je vais faire le lien là, avec le coaching dans quelques instants. Mais le son voyage, ça veut dire que si tu pars le xylophone, puis que le xylophone est en arrière de ton orchestre, en tout cas, ton groupe de musiciens, le temps que le son arrive à l'avant de la scène, c'est pas le même que si tu pars le violoncelle qui, lui, est à 3 pieds de toi en avant. Fait que quand tu es maestro, faut que tu catches que faut que tu partes le xylophone un petit peu avant que tu partes le violoncelle si tu veux que les sons ils soient en même temps. Fait que ça prend une grosse coordination de ça. Le point avec ça, je reviens au point architecte dans quelques instants, c'est que comme coach, il faut que tu te dises, OK, si on veut gagner aux Jeux olympiques de Los Angeles, qu'est-ce qu'il faut que je parte en 2025 qui va être prêt aux Jeux olympiques de Los Angeles? Qu'est-ce qu'il faut que je parte au mois de septembre si je veux gagner la Coupe Stanley rendue au mois de juin ou au mois d'avril? Fait que ça, maestro, on doit connaître tous les instruments de l'orchestre, 1. Puis 2, on doit comprendre le timing des choses. Parce que j'entends puis j'encourage les coachs à penser à ça. On veut que nos athlètes performent bien quand ça compte. Il y a du monde qui s'occupe de ça, des psychologues sportifs et des consultants en performance mentale. Je vous recommande tous d'en avoir dans votre équipe, de 1. Mais 2, c'est pas 2 semaines avant les Jeux olympiques. Ça, les coachs de haut niveau le savent, mais des fois, dans le sport professionnel, dans les sports plus type baseball et tout ça, c'est pas 2 semaines avant ça qu'il faut se préparer à performer sur demande. Donc, il faut que tu le partes en avant. Même affaire avec un plan de nutrition. Il y a des choses qu'on peut travailler un peu ça. Fait que là, il faut synchroniser. Mais le point avec l'architecte de cette étude-là, c'est de dire que tu construis une bâtisse, puis il faut vraiment que tu sois conscient de c'est quoi les piliers fondamentaux de ta bâtisse, puis comment est-ce qu'elle va persévérer à travers le temps. Puis si on prend un architecte qui construit des ponts, là, mais l'affaire, c'est que ton pont, il faut qu'il soit rigide. Parce que faut qu'il puisse avoir 100 000 autos par jour qui passent dessus. Mais si ton pont est trop rigide, qu'est-ce qui va arriver, Vincent? Tu as déjà entendu parler de ça?
Si je me trompe pas, ça va, dans le fond, il va juste s'effondrer. Il sera pas, il va briser plus rapidement. Exactement. Fait que ton pont, là, c'est un architecte, c'est un coach. Faut que tu le fasses solide. Faut qu'il y ait des bons ancrages. Et là, je reviens. Et là, si vous m'avez suivi, c'est le lien avec les valeurs. Les valeurs doivent être bien définies. Il faut qu'elles soient bien ancrées. Mais si tu es trop rigide dans ta structure, qu'est-ce qui va arriver? Ton pont va casser, ton équipe va casser. Fait que l'analogie de l'architecte, elle est bien meilleure, je pense, pour bien représenter ce qui se passe. Et puis, c'est là que toi, comme coach, comme architecte, tu dois d'abord commencer à mener, ils appellent ça en anglais « leading through values », donc de diriger par les valeurs, puis de sélectionner les athlètes en fonction des valeurs. Et eux vont même recommander, sélectionne pas les athlètes qui ne partagent pas les valeurs de ton programme. Puis ça, c'est encore plus important. Deuxième affaire, c'est de mener à travers une structure qui est claire. Puis ça me fait penser, j'ai une conversation avec un entraîneur adjoint dans un bon niveau que je nommerai pas, dans un sport d'équipe également, cette semaine. Puis, tu sais, ça fait plusieurs années qu'ils sont en poste. Je vais dire entre 3 et 5 ans pour éviter l'identification. Puis, je dis, un enjeu quand ça fait 3 et 5 ans que tu es en tête d'un programme, c'est que là, tu as expliqué tes valeurs, tu as expliqué tes mœurs, tu as expliqué tes façons de faire la première année. Parce que quand tu rentres pour la première année, là, voici comment ça va se passer. Le respect, l'honnêteté, l'effort, blablabla. Voici ce que ça veut dire, on le passe. Et là, on a des joueurs ou des joueuses qui retiennent ces messages-là. Mais quand tu es rendu à ta 3e, 4e année, là, est-ce que tu l'as répété exactement avec la même précision et la même intensité à travers l'année 3-4? Non. Ça se perd à travers le temps. Fait que ces architectes-là, du coaching de haute performance au Danemark, ce qu'ils vont faire, c'est être très clair dans où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les étapes, répéter les valeurs et des choses comme ça. 2 autres choses qui ressortent, ils vont être super bons à traiter les athlètes comme des personnes entières. C'est-à-dire pas juste des machines là, qui sont prêtes à performer, comprendre qu'ils vont avoir d'autres intérêts, même les encourager à avoir d'autres intérêts. Puis ça fait un lien, je ne me rappelle plus où, là, parce qu'il y a plusieurs projets qui se passent en ce moment, mais où est-ce que, je pense même que c'est peut-être qu'il y a 2 blogs ou dans la présentation à la radio il y a quelques jours, où est-ce que une citation qui ressortait, c'est que j'ai lu une étude qui parlait à des athlètes qui ont gagné plusieurs médailles olympiques. Puis il y en a une de celles-là que dans son année où est-ce qu'elle a gagné des médailles olympiques, elle a décidé de commencer à faire du bénévolat et de s'inscrire à un programme universitaire. Donc, de recommencer un bac dans l'année olympique. Et si tu te fies à cette athlète-là, elle pense que c'est à cause de ça qu'elle a gagné. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était capable de faire d'autres choses que de juste faire son sport, de 1. Mais 2, ça a changé les idées. Fait que là, moi, ma question, je reviens de traiter les athlètes comme des personnes entières, c'est à quel point vous encouragez les athlètes à faire autre chose. Tu sais, là, tu es un entraîneur-chef d'un programme, je veux dire football. Pas que c'est un exemple réel, là, mais vous allez me comprendre. Tu as un athlète qui arrive de la France. Il arrive ici, il joue au foot. Super, super motivé. Mais là, lui, il arrive, là, puis il part de... Peut-être qu'il y avait des amis qui parlaient tout le temps de manga. Peut-être qu'il y avait des amis où est-ce qu'il allait avec, je sais pas, moi, il faisait du pain avec sa famille. Et là, quand il arrive au Canada, il fait plus de pain que sa famille. La culture des mangas, elle est moins dominante que dans certaines régions de la France. Ça, c'est une source sûre. C'est une étudiante qui me l'a dit dans le passé. Il dit, là, lui, à part son sport, dans cet exemple-ci, le football, qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, ça devient obsessif, ça devient problématique, puis il y a des enjeux de préparation mentale là-dedans. Fait que ça devient important d'encourager l'athlète à être autre chose que juste ça. Et le dernier point, en fait, il y en a toujours des non négociables parce que c'est un article vraiment intéressant, c'est de coordonner le staff au complet. Plus le temps avance, de passer du temps à être clair dans c'est quoi le rôle du préparateur physique, c'est quoi le rôle du psychologue, c'est quoi le rôle du consultant en performance mentale, c'est quoi au rôle de certains entraîneurs. Parce qu'en gymnastique, par exemple, on a des entraîneurs d'équipe puis on a des entraîneurs personnels. Après ça, tu arrives au patinage artistique, tu vas avoir des chorégraphes et tu vas avoir des entraîneurs techniques. Fait que de bien coordonner tout ça, ça devient un élément qui est super, super important. Et puis, si tu me le permets, Vincent, mais comme c'est mon podcast, je suis pas mal sûr que tu vas le permettre, il y avait aussi, ils ont identifié quelques déséquilibres, quelques tensions, quelques déséquilibres. Comme quoi, ben, la première, c'est de trouver c'est quoi le juste milieu dans l'équilibre entre l'intensité de la compétition intra-équipe, mais aussi de développer un sens de communauté. Fait que ça, j'invite juste les coachs à y réfléchir. J'ai pas de solution. Mais de dire, comme, OK, mes joueurs sont intenses, mes joueurs veulent gagner, il faut les faire compétitionner ensemble parce qu'en bout de ligne, ils se compétitionnent pour être sur le premier trio, pour être sur l'alignement partant. Right? Mais après ça, de l'autre côté,
faut pas le faire au prix de la communauté. Fait que où est-ce que vous êtes là-dessus dans votre équilibre entre l'intensité de la compétition puis le sentiment de communauté? Vous avez quelque chose qui est vraiment important. Puis il y en a plusieurs autres, mais là, ça fait déjà un bon petit bout que je suis parti sur mon monologue à propos des dilemmes entre dans les environnements de performance. Alors, super intéressant. J'aimerais qu'on passe à une question sur l'intelligence artificielle. Tu as aussi fait une autre lecture parce que, coach, tu fais beaucoup de lectures dans ton quotidien. Tu as fait une lecture sur la co-intelligence et les premiers pas avec l'intelligence artificielle de Martin Legarrey. Comme la dernière question que je t'ai posée, j'aimerais peut-être que tu me donnes un petit peu de contexte, puis qu'est-ce qui t'a surpris dans cette lecture-là? Martin Legarrey, pour mettre en contexte, c'est un conseiller au développement des entraîneurs dans la région de l'Outaouais. Puis, comme je crois beaucoup dans redonner à César ce qui revient à César, je veux juste lui faire un shout-out officiel sur le podcast pour lui dire merci de la recommandation de la lecture. Donc, il m'a vraiment recommandé de lire le livre Co-Intelligence de Ethan Mollick. Et puis, on va revenir un jour probablement avec un épisode complet sur l'intelligence artificielle dans le coaching. Mais je suis encore en train de faire ma tête. Puis, je regardais ma carte conceptuelle, là, longue histoire courte, imaginez un gros papier sur lequel je mets comme 100 post-its. J'essaie d'organiser, puis c'est quoi les liens entre les différents concepts. C'est encore à l'idée de, il y a 100 post-it sur ma feuille en ce moment, mais je ne sais pas encore tous les liens entre, puis je me pose des questions. Puis ça, cette question-là me vient d'un dirigeant dans le sport professionnel qui m'a posé la question. Mais tu sais, Frank, là, comme j'ai commencé à gosser avec l'intelligence artificielle, parce que gosser, c'est littéralement le terme, là. Puis je suis pas sûr de comment est-ce qu'on devrait l'intégrer dans notre équipe. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et à court terme, la recommandation que j'ai à faire, c'est, je vais juste vous partager peut-être quelques différentes options. Dans le livre Co-Intelligence, puis on va y revenir à Co-Intelligence, il dit que tu peux t'en servir de différentes façons. Il dit la première, tu pourrais, pas la première, là, mais moi je vais vous dire la première, puis là ça va être surprise, surprise, tu pourrais t'en servir comme un coach. C'est-à-dire que je suis pas sûr que c'est bon pour te trouver des informations puis des faits. Parce que l'intelligence artificielle, tu peux faire ce que tu veux avec, mais ça ne te donne jamais exactement ce que tu veux. S'il y en a un de vous autres là, qui a gossé à faire une image là, avec Stable Diffusion, avec Manus, avec, je pense que c'est Midjourney ou quelque chose comme ça, tu leur demandes de faire une image, les images sont belles, mais c'est jamais exactement ce que tu as besoin. Le point avec ça, c'est que plutôt que s'en servir comme quelque chose qui peut te donner les réponses, je vous invite à vous en servir comme quelque chose qui peut te poser des questions. Fait que toi, te forcer à trouver les réponses. Moi, je m'en sers beaucoup comme ça en ce moment. J'ai comme entraîné avec mes schémas de questions que j'ai développés / trouvés durant mon doctorat. Puis j'ai dit, OK, là, je suis un petit peu bloqué dans ma réflexion. Fais juste me shooter des questions. Parce que avec ce que je fais comme travail, moi, je peux pas juste prendre l'information de l'IA, la prendre pour du cash, puis la redonner au coach. Là. Comme, probablement que ça va pas nécessairement être mauvais, mais j'ai potentiellement la victoire et la défaite des coachs entre mes mains quand je leur fais des recommandations si elles sont bonnes ou pas. Donc, il faut que ça vienne de moi et que ce soit validé. On ne va pas juste prendre ce que l'IA dit. Mais par contre, l'IA peut m'aider à me poser des questions. Fait que ce que je vous recommanderais de faire, c'est dire, OK, tu te pars un projet dans Claude ou un agent dans ChatGPT et tu lui dis, regarde, ton rôle est de me poser des questions pour que je trouve les réponses, ne me suggère aucune réponse. Fait que tu as préparé un petit script comme ça, puis dire, OK, l'intelligence artificielle, je vais m'en servir comme un coach. Mais l'autre chose, si tu n'as aucune idée, par exemple, sur comment faire un plan d'affaires, tu peux te servir, ou un plan d'enseignement, par exemple, tu peux te servir de l'IA comme un tuteur. Dire, OK, hey, tu pars un long paragraphe, puis tu vas lui demander, en gros, agis comme le meilleur tuteur au monde. Ton but, c'est de me guider à travers toutes les étapes nécessaires pour que j'apprenne en même temps que je conçois un plan d'enseignement ou un plan d'affaires, par exemple. Et là, l'IA va vraiment t'accompagner étape par étape là-dedans. Puis je pense que ça, c'est s'en servir davantage adéquatement que si on s'en sert comme Google. Parce qu'il y a des enjeux avec Google. L'exemple, pas de Google, mais avec l'intelligence artificielle, l'exemple. Pour ceux et celles qui ont des enfants, ça va parler. Ceux qui n'en ont pas, restez avec moi, je vous garantis, ça va faire du sens. Quand tu demandes à l'intelligence artificielle à quel âge on peut arrêter de mettre nos enfants sur un siège, un booster là, dans les autos, donc un siège amovible qui fait qu'ils sont plus hauts et plus assis. Quand tu regardes la réponse, puis tu fais le test avec Claude, Gemini et ChatGPT, qui sont 3 types d'intelligence artificielle pour celles qui ne le savent pas, eh bien, il va te dire, c'est soit 9 ans ou
je pense 145 cm. Mais cette réponse-là, elle est fausse. Puis la source, elle me vient d'un avocat qui a révisé la loi, et je l'ai révisé moi aussi également. Ce que la loi dit, c'est que pour que t'enlèves le booster de ton enfant, faut que l'enfant ait 9 ans et 145 cm. Mais l'affaire, c'est que dans la loi, ça, c'est ce que la loi dit, là, mais quand c'est écrit dans la loi, c'est écrit comme en négatif, puis avec un ou un centre. C'est-à-dire que l'enfant doit rester sur un siège s'il a moins de 9 ans ou il est moins de 145 cm. Dans la loi, c'est écrit ou. Mais la façon que c'est formulé, vous n'êtes pas obligé de m'avoir suivi, faites-moi confiance là-dessus, ça veut dire et. Parce que si tu as un ou l'autre, il faut que tu gardes le banc. Donc, pour plus avoir le banc, il faut que tu aies atteint les deux. Puis sur le site de la SAC, ils utilisent le terme ou dans le mauvais sens, en voulant dire que c'est soit 9 ans ou soit 45 cm. Fait que quand ils ont entraîné l'intelligence artificielle, donc, puis ils ont dit, OK, regarde ce qui se passe sur le web, puis dis-nous c'est quoi. Ben, la réponse qui ressort, parce que le but là, de l'intelligence artificielle en ce moment, il faut se rappeler ça, c'est pas une personne qui arrive avec des réponses. C'est un système de calcul des probabilités. Fait que le terme le plus probable qui est censé arriver après l'enfant doit avoir 9 ans, c'est-tu et ou c'est où? C'est où. Fait que la réponse est où. Mais ça, c'est faux. Pour qu'un enfant ait plus son booster, il faut qu'il y ait ça. Donc, il ne faut pas s'en servir comme une source pour trouver l'information et se fier sur cette information-là. Ça peut nous donner un point de départ. Mais c'est bien mieux de s'en servir comme un tuteur qui connaît les étapes, qui se base sur le web, ou bien d'un coach qui va te refléter les questions. Après combien de temps peut-on se dire qu'on est excellent en dessin, en cuisine ou en sport? Comme vous le savez très bien, ça prend au moins 10 ans à se former et à se perfectionner pour devenir un expert ou une experte. C'est pourquoi je fais affaire avec Mador Hamel quand il est question de décisions financières. Mador Hamel, c'est un cabinet d'assurance avec permis en fonds communs de placement auprès d'Investia Services Financiers. Leur équipe a accompagné des centaines de personnes et gère 170 millions de dollars en investissement pour des particuliers et des organisations depuis 2001. Par exemple, ils travaillent avec des dirigeants d'entreprise, des médecins et diverses organisations de partout au Canada grâce à leur licence de pratique dans plusieurs provinces. Mais à mon avis, c'est pas juste leur expérience pour vrai qui les rend excellents, c'est aussi le fait qu'ils agissent comme des coachs financiers. Depuis 2011, j'ai vu cette expertise-là à l'œuvre pour ma propre famille, honnêtement. Grâce à leur approche, on a pu acheter notre maison idéale en 2019, réaliser un projet d'aménagement majeur en 2022, tout en préparant solidement notre fonds de retraite. Mais au-delà des résultats, leur plus grande valeur, là, je le disais, c'est comme être un coach, c'est le conseil et l'accompagnement dans la prise de décision. Comme un coach, il t'empêche de commettre des erreurs quand tu dois gérer tes émotions dans le feu de l'action, que ce soit quand ta vie change ou qu'il y a des fluctuations sur les marchés. Personnellement, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils investissent vraiment pour les personnes avec qui ils travaillent. Leur slogan, c'est d'être des conseillers de vraie vie et je peux vous dire que c'est le cas. Ils ne prennent pas juste des clients pour prendre des clients, ils te prennent quand tu es rendu là dans ta vie et qu'ils peuvent vraiment t'aider en faisant des analyses honnêtes de tes décisions financières. Alors que tu vas acheter une maison, payer les études de tes enfants, structurer ton fonds de retraite comme travailleur indépendant ou travailleur à contrat, ou investir pour ton organisation, je t'invite à prendre ton premier rendez-vous gratuitement via le madorhamel.com et mentionner Coach Frank. Quand on magasine de l'équipement de fitness, on fait souvent face au même dilemme. Soit c'est des prix abordables, mais c'est pas très solide ou fiable. Soit c'est de qualité, mais ça coûte une fortune. C'est exactement le défi que je vivais quand j'étais copropriétaire d'un centre d'entraînement pour athlètes. C'est à cette époque que j'ai connu FEO.ca, Fitness l'entrepôt de l'Outaouais. Depuis près de 30 ans, ils ont trouvé la formule parfaite. Pas compliqué? Fournir de l'équipement de qualité à prix abordable, c'est pas trop demandé, c'est exactement ça qu'ils font. Ils peuvent répondre à tous les besoins en équipement parce qu'ils opèrent avec une division commerciale et une division résidentielle, offrant ainsi une gamme complète d'équipements de cardio, de musculation, de réhabilitation, de yoga, de pilates, de boxe, de MMA et de suppléments nutritionnels en veux-tu, en v'là. Donc, en 2017, en tant qu'ancien joueur de football qui se respecte, je voulais m'acheter justement un rack à squat pour mon entraînement à la maison. Mes critères étaient clairs. Il fallait que ce soit stable quand il y avait 300 livres sur la barre, puis que ça ne commence pas à shaker de partout, puis que ce soit durable à un prix qui fait du sens. Eh bien, le rack que l'équipe de FEO.ca m'a recommandé répond encore parfaitement à ces critères-là aujourd'hui, 8 ans plus tard. C'est encore mon équipement de prédilection dans mon sous-sol. Un rack, une barbell, de la fonte. On n'a pas besoin de plus que ça dans la vie.
D'ailleurs, leur expertise parle d'elle-même avec des partenariats établis avec la Défense nationale, 25 écoles et universités, plus de 30 hôpitaux et des dizaines d'organisations gouvernementales qui ont tous choisi FEO pour leurs besoins d'équipement. Cette confiance-là par plusieurs institutions confirme, à mes yeux, qu'ils offrent vraiment le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. FEO.ca reconnaît aussi l'importance des premiers répondants en leur offrant des rabais spéciaux. Donc, si ça vous concerne, allez-y. Pour toutes les autres personnes, visitez FEO.ca et utilisez le code promo COACH pour profiter de 10% de rabais sur tous leurs équipements. Les produits en liquidation sont exclus de cette promotion. L'épisode tire à sa fin, mais juste avant qu'on termine l'épisode, j'aimerais ça poser des questions d'auditoire. Il y en a une qui, je trouve, très intéressante. Elle vient de Félix. De Marc-Olivier. Puis, la question va comme suit. Est-ce que j'embauche l'entraîneur avec les meilleures connaissances ou celui avec la meilleure chimie? Bonne question. Et puis, ça, c'est une question, je pense, que les gens se posent pas assez quand ça vient d'embaucher un nouveau coach. Puis, c'est vraiment important parce que, comme dans n'importe quoi, embaucher la mauvaise personne, ça coûte cher. Autant parce que tu vas être obligé de la congédier, remplacer éventuellement, donc tu payes son salaire par extension, ou deux, ça peut faire des dommages autant à ta performance qu'à ton climat. Et la réponse, c'est que moi je donne, c'est toujours la meilleure chimie. Ce qui fait un lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Une personne qui croit dans notre vérité, lien avec le blog de Martin Saint-Louis. Deuxième élément, leadership à travers les valeurs des entraîneurs danois. C'est-à-dire que nos valeurs doivent être les mêmes. Puis ça, la raison, c'est que il faut que la personne elle soit capable d'adhérer au climat de l'équipe. Mais là, il faut faire attention. On veut une personne qui est loyale. Mais loyal ne veut pas dire obéissance. C'est-à-dire, toi, Vincent, tu es loyal, puis ça, je le sais, comme tu vas toujours travailler pour le bien de notre équipe, mais si je me plante, puis si je dis une niaiserie, tu vas me le dire. Puis ça fait assez longtemps qu'on travaille ensemble, j'ai aucun doute. Ça a même affaire avec, je vais prendre deux autres personnes avec qui je travaille, ça, c'est des informations publiques juste dans ma job à l'université. Quand je travaille avec Jérémy puis que je travaille avec Isabelle, si je dis n'importe quoi, ils vont me le dire. Mais ça, c'est de la loyauté. Je sais qu'ils vont toujours travailler dans les intérêts de ça, mais quand je suis dans le champ, ils vont me le dire. Et là, meilleure chimie ne veut pas dire j'embauche une personne qui va m'obéir. Ça veut dire j'embauche une personne qui va adhérer à la vision de l'équipe, puis qu'en privé, va me le dire quand ça ne marche pas. Puis j'ai l'exemple d'un coaching staff en tête en ce moment, d'un entraîneur-chef plus expérimenté, d'un jeune un peu plus innovateur et dynamique, mais qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Mais il est super loyal, ce coach-là. Et ça, c'est ça qu'on veut. Fait que, est-ce que j'embauche l'entraîneur avec les meilleures connaissances, celui avec la meilleure chimie? Non, parce qu'avec l'intelligence artificielle, là, je veux un peu contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez voir le lien, et avec tout l'accès à l'information aujourd'hui, les connaissances ne sont pas le facteur limitant. Ce qui est le facteur limitant, c'est ton savoir-être, c'est ta capacité à travailler avec les autres. Si tu as quelque chose à apprendre, on va l'apprendre ensemble, puis on va pouvoir le trouver. Puis oui, des connaissances, c'est important, mais être capable de passer ton message avec les athlètes, être capable de trouver une solution avec le coaching staff. Puis on revient à l'architecture des sports danois là, que je parlais tout à l'heure. Mais tu sais, un des facteurs importants, c'est de leader l'équipe de soutien. Bien, pour leader l'équipe de soutien, c'est ta chimie, ton climat, c'est bien plus important que les connaissances. Fait en bout de ligne, moi, ma recommandation numéro 1, c'est toujours la meilleure chimie. Bien entendu, c'est deux personnes qui fit très bien dans la chimie de l'équipe que tu vas avoir. Bien, tu peux prendre la personne avec les meilleures connaissances. Il n'y a pas d'enjeu là-dedans. Super. Très intéressant comme réponse. Je suis d'accord. Je pense que c'est des questions qu'on se pose pas assez souvent, mais c'est une réflexion à avoir quand on engage ou on embauche les entraîneurs ou autres personnels de l'équipe. Avant les mots de la conclusion, avant qu'on oublie de le mentionner, le site web, il y a un petit peu de changement. Hein, le site web a maintenant des filtres par thème. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu le fonctionnement du nouveau site web, de la nouvelle version du site web? Oui, tout à fait. Donc, on en parlait, toi et moi, durant l'été, je pense. Il y a bien du monde, des fois, qui vont me texter, envoyer un courriel au podcast, puis ils vont dire « Hey, t'as-tu un épisode qui parle de leadership? » Clairement que oui, personne qui est surpris de ça. T'as-tu un épisode qui parle de nutrition ou de golf? Puis là, t'es comme, ben oui, OK. Puis là, je commence à connaître les numéros par cœur dans ma tête. Tu sais. Golf, je pense que c'est quelque part comme 32. Ça vous intéresse. Ceci étant dit, maintenant, il y a un filtre sur le site web, puis il y a des tags, des étiquettes. Fait que tu peux rentrer dans le filtre et dire, taper golf. Tu dis, OK, ah oui, Patrick Gaudreau, t'es allé sur le podcast de Frank. Ben, t'écris Gaudreau.
ça va le trouver. Fait que ça, je vous invite à aller voir sur le site web coachfrankphd.com/balado. Vous pouvez cliquer juste sur balado aussi sur la page principale. Puis il y a des étiquettes. On les a toutes regroupées par leadership, psychologie, puis ces affaires-là. Donc, ça vous les aide à trouver plus rapidement. Super, merci. C'est ce qui mène à la fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé les discussions, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Ça va nous faire plaisir de prendre vos questions en note puis de permettre à Coach Frank d'y répondre pendant les épisodes à venir. Fait qu'on adore répondre à ce que vous vivez sur le terrain, donc n'hésitez surtout pas. Merci, Frank, pour l'épisode d'aujourd'hui. Ben, merci à toi, Vincent, d'avoir été là. Et puis, donc, on a 6 questions déjà en banque pour les prochains épisodes. Je vous invite à les envoyer. Merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, si les défis de la vie d'entraîneur-chef font partie de votre quotidien, je vous invite à vous abonner au balado ou à l'infolettre. Sinon, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. À toutes les auditrices et tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Et vous qui êtes passionnés par le sport et qui cherchez constamment à atteindre l'excellence, j'ai une invitation exclusive pour vous. À tous les mois, j'envoie une infolette que vous trouverez nulle part ailleurs. À l'intérieur, vous avez l'accès prioritaire aux conclusions de mes recherches, aux articles les plus percutants que j'ai consultés récemment, à mes réflexions, aux idées avant-gardistes que j'explore, que ce soit sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sport, dans le coaching ou bien dans les nouvelles méthodes d'enseignement et de pédagogie. C'est comme avoir une conversation privilégiée avec moi et mes collègues qui produisent du bon stock où je vous guide à travers les idées qui façonnent l'avenir du coaching et du sport avant que ce soit répandu. Plus de 500 entraîneurs, leaders sportifs, dirigeants et consultants en performance reçoivent déjà ces réflexions exclusives. Alors, si les conversations de Temps d'arrêt vous inspirent et que vous voulez rester à l'avant-garde, rejoignez ce groupe select de leaders sportifs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur coachfrankphd.com ou suivez le lien dans la description. Merci d'être avec moi dans cette quête de l'excellence sportive et on se retrouve au prochain épisode.